retour après un week-end de totalement off pour ma part. C'est vrai que je récupère à peine tout ce qui s'est passé durant ce week-end de catch. Est-ce qu'il a fallu faire des choix? Et avant de se retrouver en live ce soir sur twitch.tv/Tuerie316 pour le fameux lundi catch où nous allons revenir en détail et pour une longue review de AEW Double or Nothing 2025 qui, pour le moment, de ce que j'en ai vu, est particulièrement exceptionnel. Dans cette vidéo, je vais aborder quelque chose d'un peu moins exceptionnel, en tout cas au vu des retours que vous en avez déjà fait. Un show qui n'a pas été particulièrement apprécié par la communauté catchesque, c'est cette troisième édition de la nouvelle mouture de Saturday Night's Main Event, qui s'est tenue dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mai 2025. Depuis Tampa en Floride, ce show spécial diffusé sur la chaîne de télévision NBC était, encore une fois, un programme télévisé, c'est-à-dire un programme télévisé soumis à de très nombreuses coupures publicitaires. Et oui, et ça entrecoupe les matchs, et en effet, dans la lecture, dans l'appréciation globale des matchs, pour un show de catch qui est un petit peu promu comme un premium live event, 5 combats à l'affiche, des belles affiches qui ont été bien construites en weekly, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant d'être toujours aussi entrecoupé de coupures publicitaires. Et ça a laissé certainement un effet un petit peu bâclé, notamment pour des storylines qui devaient se terminer, notamment celle entre Drew McIntyre et Damian Priest, qui là pour le coup s'est terminé, bien terminé. Le petit chapitre John Cena R-Truth et le main event qui allait opposer Logan Paul à Jey Uso dans un combat qui n'était pas aux attentes d'un main event pour le championnat World Heavyweight, on va aller dans le détail. Mais avant ça, étant donné qu'on n'a pas fait non plus la review de SmackDown, je vous livre très rapidement les faits importants de cet épisode de SmackDown qui s'est tenu lui dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 mai. Julia s'est qualifiée pour avancer au Money in the Bank. Sans surprise aucune, elle a fait le pin sur la championne des États-Unis Zelina Vega, dont on reparlera dans un instant puisqu'elle est au programme de ce Saturday Night's Main Event. Les confrontations entre Julia et Charlotte Flair étaient assez intéressantes, même si elles n'ont pas atteint leur pic. C'est vrai que la grosse info à retirer de ce match, c'est que Charlotte Flair ne concourra pas pour le Money in the Bank. Et côté masculin, on ne verra ni Shinsuke Nakamura ni Aleister Black, étant donné que LA Knight s'est qualifié de manière un peu opportuniste, je vous le cache pas, même si c'était au plus grand plaisir du public. Il va retrouver cependant un Solo Sikoa dans la bataille finale. Solo Sikoa et LA Knight, jamais ils se sépareront, c'est pas possible. Chose très intéressante, notamment pour le Money in the Bank, il y a un nouveau combat qualificatif qui a été annoncé pour la semaine prochaine entre Jade Cargill, Naomi et Nia Jax. Là, il y a une bonne histoire entre ces trois femmes, ça risque d'être assez intéressant. Et très étonnamment, Jacob Fatu concourra également pour le Money in the Bank. Il sera la semaine prochaine aux prises à deux hommes qui se connaissent bien, Carmelo Hayes et Andrade. Jacob Fatu part clairement favori, étant donné que lui aussi il a une grosse histoire à raconter avec Solo Sikoa. C'était d'ailleurs très amusant de voir Nick Aldis annoncer la nouvelle à Jacob Fatu devant Solo Sikoa. Jacob, de ce fait, il a lâché un petit I love you Solo un peu narquois. On travaille toujours un petit peu le face turn. Un Jacob Fatu qui a gagné son combat par équipe un petit peu plus tôt, même s'il approuve pas totalement son partenaire au sein de cette nouvelle bloodline, JC Matteo. On a eu un excellent match face à des Jimmy Uso et Rey Fenix, deux spécialistes du catch par équipe qui n'étaient pas avec leur partenaire habituel mais qui ont livré une performance assez intéressante. Dernier mot sur SmackDown, la bataille dans la division tag a fait rage. Dans le main event, les Street Profits défendaient les championnats contre Fraxium, un excellent combat qui s'est terminé dans un gigantesque overbooking. Des interventions successives de DIY, des Motor City Machine Gun, des DIY qui ont été renforcés par l'appui de Candice LeRae qui a fait son retour. Et dans cette gigantesque confusion, on a assisté au grand retour des Wyatt Six qui sont venus terrasser absolument tout le monde, célébrer ainsi l'anniversaire posthume d'un Bray Wyatt à qui on pense toujours très très fort. Le move était particulièrement cool pour les ramener, maintenant assez étonnant de les voir investir la division par équipe. C'en est tout pour mon préambule, on est parti pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Saturday Night's Main Event. Alors, avant d'y aller et de mettre du sel, parce que évidemment vous vous doutez que je vais mettre un petit peu de sel, avant de parler de sel, je vais parler de quelque chose que j'aime bien avec Saturday Night's Main Event. L'identité globale du show avec son aspect rétro me plaît énormément. J'aime beaucoup qu'on ait des présentations de Joe Tacitor, de notre bon vieux Jesse Ventura, le gouverneur, qui est toujours une plus-value aux commentaires, et ça, je le soulignerai dans un match un peu plus tard. Lilian Garcia était également de retour pour faire les présentations, et premier match de la soirée, Braun Breaker, Seth Rollins, accompagné de Paul Heyman, font face à Sami Zayn et CM Punk. J'ai bien apprécié le petit code couleur, le petit message derrière les tenues de Sami Zayn et de CM Punk. 13 minutes 13, entrecoupé de deux coupures publicitaires, au final on n'en a pas vu grand chose, mais le peu qu'on a vu c'était clairement un gigantesque sprint, et ça c'est une répétition que je pourrais faire pour chacun des matchs. Tout paraissait très très rapide, peut-être un petit peu trop, un peu trop rushé. L'action cependant était très très cool, l'implication du public était excellente. À
aucun moment Sami Zayn, sa loyauté n'a été remise en cause, il n'y a jamais eu de doute entre lui et CM Punk, on a plutôt été solidaire côté babyface, mais on ne pouvait pas s'attendre à un retour, celui de Bronson Reed, qui est venu dans le dos de l'arbitre attaquer CM Punk et le terrasser à travers la barricade de sécurité, ce qui a créé une ouverture et une distraction suffisante pour que Sami Zayn s'incline face à la grosse spire de Bron Breakker, 1, 2, 3, et on va aussi très vite comprendre que l'allégeance de Bronson Reed se tournera vers Seth Rollins et Bron Breakker, il intègre ainsi le nouveau clan qui n'a toujours pas été nommé, et même s'il y a un gros passé entre Seth Rollins et Bronson Reed, il y a surtout un ennemi commun qui s'appelle CM Punk qui est, selon Bronson Reed, le responsable de sa longue période de convalescence. Je suis très content de revoir Bronson Reed. Après le match, il va terrasser le Punk de Chicago d'un impressionnant tsunami. Le trio a l'air particulièrement féroce. Il va falloir que les babyface se réunissent à nouveau façon Avengers pour déjà préparer peut-être le terrain des Survivor Series Wargames qui devrait, je pense, impliquer le groupe de Seth Rollins. Le catch laisse place au catch, un match, je veux pas dire impromptu, il a été décidé en dernière minute du côté de SmackDown, c'est Zelina Vega qui va défendre le championnat des États-Unis contre celle à qui elle a pris ce championnat, Chelsea Green. Bizarrement, il n'y a pas de bifab cette fois-ci pour interdire les présences de Piper Niven et de Alba Fire aux abords du ring, et pendant les entrées des catcheuses, on nous remonte. Bah ouais, ce qui s'est passé dans le premier match, hein, on nous coupe toujours un petit peu l'action, ça c'est dommage. Le match de catch sur lui-même, bah il n'y a pas grand chose à dire en réalité parce que le match est assez court, il durera à peine 5 minutes. J'ai bien aimé que Zelina Vega tente son six-pack en début de match pour finalement le sortir en fin de combat de manière un petit peu délicate. Et on va voir en fin de match cette distraction totalement pétée où Alba Fire va détourner l'attention de l'arbitre. Pendant ce temps-là, Piper Niven va faire trébucher Zelina Vega de la 3e corde, ce qui va laisser le champ libre à Chelsea Green pour porter un move à Zelina Vega depuis cette 3e corde et se faire contrer dans un code red. Et bizarrement, Piper Niven et Alba Fire, je sais pas ce qu'elle foutait à l'extérieur du ring, elle regardait plus ce qui se passait et Zelina Vega a remporté la victoire, a conservé son titre et Piper Niven, Alba Fire, elle semblait désolée. C'était un peu étrange, un peu bizarre comment ils ont terminé ça, ça paraissait un petit peu bâclé. Après ça, on a une annonce pour le fameux show Worlds Collide qui, je le rappelle, opposera les superstars de WWE et d'NXT à celles de AAA. El Hijo del Vikingo affrontera Chad Gable en 1v1. Et ça, je suis particulièrement hypé pour voir cette affiche qui est totalement fraîche sur le papier. Il n'y a pas besoin d'histoire particulière, c'est juste du catch, de la compétition, ça va être très cool. Et très intéressant aussi de voir Vikingo arborer dans le promo package plusieurs fois le championnat principal de AAA alors qu'il n'est pas champion. Il faut savoir une chose, ce show aura lieu le 7 juin, mais à la fin de la semaine, le 31 mai, Vikingo aura l'opportunité d'aller reprendre cette ceinture des mains d'un certain Alberto El Patron, qui n'est pas véritablement pressenti pour être du côté de WWE. En tout cas, c'est peut-être un indice non négligeable. Et étant donné que j'ai évoqué la date du 31 mai, bien sûr, j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel pour vous dire qu'il y a toujours des places pour assister au show KO Wrestling à Vissou dans le 91, un événement à ne pas louper qui sera en plus de ça streamé en direct sur ma chaîne twitch.tv/Turi316, il y a des belles affiches au programme. C'est vraiment la course au temps en ce moment, il y a vraiment des gros week-ends catchesques qui s'en viennent. Allez, John Cena contre R-Truth, gros clip de récap de tout ce programme avec un R-Truth qui a toujours vu John Cena comme son héros d'enfance, un héros qu'il ne reconnaît plus. Au final, c'était un peu confus, mais le championnat indisputé de John Cena n'est pas en jeu dans ce combat, et John Cena va être le premier à faire son entrée, conspué par les fans, même si au fond d'eux, on l'a bien compris, ils ont envie de cheerer pour celui qui fait sa dernière année contractuelle dans la compagnie. Un petit clin d'œil assez amusant, R-Truth qui va rentrer en deux sous la musique de John Cena et qui va totalement cosplayer John Cena en remplaçant le John sur son t-shirt par Ron, Ron Killings, Ron Cena. Le match va être sauvé par son ambiance extraordinaire parce qu'en réalité, on va juste assister à une succession des Five of Doom de John Cena. L'attitude adjustment ne passera pas et R-Truth va le contrer et lui porter à sa manière les Five Moves of Doom, conclure d'un attitude adjustment pour obtenir seulement un compte de 2. Il va enchaîner avec le STF. John Cena va réussir à s'en échapper, à choper sa ceinture et vouloir terminer le match de manière abrupte, en trichant. L'arbitre va tenter de lui en dissuader. Gros échange de regards avec R-Truth et un John Cena qui a l'air de douter. Il finit par remettre religieusement sa ceinture à l'arbitre, qui ne verra pas le coup bas qu'il portera à R-Truth dans la foulée avant de porter son attitude adjustment et de conclure le débat, très court débat, de 4 minutes 20, on n'en parle plus. John Cena gagne le match, R-Truth rentre à sa case, on passera à autre chose, c'était clairement le gros programme d'attente. Mais un John Cena qu'on retrouvera un petit peu plus tard, croisé
Jey Uso backstage. Jey va dire à John Cena que la dernière fois qu'ils se sont vus c'est au Royal Rumble et que Jey Uso avait éliminé John Cena. Et John Cena va dire c'est marrant parce que dans un instant tu vas défendre ton titre contre Logan Paul. Imagine si un YouTuber venait à devenir champion du monde, est-ce que ça ruinerait pas un petit peu le catch? Ça j'ai bien aimé cette petite phrase, elle était plutôt intéressante et elle aura une incidence pour ce qui se passera ce soir dans le main event. Jesse Ventura rejoint la table des commentateurs pour le prochain combat, c'est le match en cage qui va opposer Damien Priest à Drew McIntyre pour sceller le programme. En tout cas, vu ce qui s'y passera à la toute fin, ça va sceller le programme. Des grosses entrées pour chacun des deux catcheurs, un Drew McIntyre et un Damien Priest qui désormais se connaissent très bien dans le ring, la chimie elle est plutôt palpable. Il n'y a pas eu un immense intérêt à avoir une cage pour ce combat, je vous le cache pas, il y a surtout Drew McIntyre qui a introduit très vite deux chaises, des chaises qui vont se faire oublier, on va laisser les catcheurs porter leur prise, porter leur move, et encore une fois c'est très le sprint, hein. Ça va très vite pour qu'on ait les gros trademarks de chacune de ces superstars. On va même se voler des moves un peu amusants de voir Drew McIntyre porter le Swords from Heaven pour un compte de 2. Un callback intéressant à WrestleMania dans la manière dont ils ont voulu exécuter le finish. Drew McIntyre va tenter le Claymore Kick sur un Damien Priest qui avait la tête posée contre une chaise dans le coin du ring, il va esquiver au dernier moment et Damien Priest va enchaîner de son Swords from Heaven pour conclure les débats d'un concerto. Et oui, on a assommé une bonne fois pour toutes Drew McIntyre. Le concerto il est très significatif dans le monde du catch, on va pas revoir Drew McIntyre son leader cheats pendant un grand moment. Il va prendre du temps off pour lui, probablement se reconstruire pour revenir beaucoup plus frais, laisser de se faire le terrain à Damien Priest pour évoluer encore un peu plus à SmackDown, s'il reste du côté de SmackDown, je sais pas s'il y a une draft à venir. En revanche, c'était assez hilarant de voir Jesse Ventura se plaindre que Drew McIntyre ait perdu le match parce que Damien Priest n'a pas fait le tomber sur lui, il a juste quitté la cage par la porte. C'est un truc en effet qui fait pas toujours sens, gagner un combat en s'échappant du combat, pourquoi Damien Priest n'a pas fait le tomber sur Drew McIntyre qui s'est juste contenté de quitter la cage. Ça a créé quelques huées d'ailleurs et Jesse Ventura s'en est beaucoup plein à la tête des commentateurs et ce sans filtre, sans filtre aucun. Michael Cole, Matt McAfee, ils ont essayé un petit peu de rediriger le tir, mais non, Jesse Ventura il était en boucle là-dessus et j'ai trouvé ça plutôt fun. Promo package pour terminer les hostilités, c'est Jey Uso contre Logan Paul dans un instant, championnat World Heavyweight en jeu, chacun des adversaires fait son entrée, Logan Paul il a un petit peu, la confiance étant donné qu'il a couché à de nombreuses reprises Jey Uso avec sa fameuse droite chanceuse, et le même constat s'appliquera encore ici, ça a été un combat qui a été particulièrement bâclé, j'ai trouvé, on a été très vite en besogne pour amener les gros trademarks, à aucun moment un climat va s'installer, c'est du à toi à moi, on porte des gros moves les uns après les autres, le seul gros suspense il s'est créé quand Logan Paul a réussi à porter sa Lucky Punch sur Jey Uso pour n'obtenir qu'un compte de 2. Jey Uso va enchaîner les super kicks et son top rope splash, non pas pour un compte de 3 étant donné que John Cena va intervenir, tirer le pied de l'arbitre à l'extérieur, s'attaquer à Jey Uso, ce qui va déclencher le retour surprise de Cody Rhodes. Voilà, Cody Rhodes qui était attendu à l'épisode de SmackDown de la semaine passée, finalement, il est de retour maintenant. Il vient sauver Jey Uso, l'arbitre ne voit pas son intervention et son intervention, elle est suffisante pour que Jey Uso remporte la victoire, conserve son championnat World Heavyweight et on passera à la suite, enfin, on passera pas véritablement à la suite étant donné que Cody Rhodes, à la fin du show, a challengé John Cena et Logan Paul à un match par équipe contre lui et Jey Uso. Et ce match a été officialisé pour Money in the Bank. Voilà, il n'y aura pas de défense de titre pour John Cena au Money in the Bank, juste un match tag. On ne s'attendait pas à une alliance entre John Cena et Logan Paul, que voulez-vous, dès que quelqu'un fait du rap, que ça soit bien ou pas bien, écoutez, John Cena, il est plutôt client. Ça reste globalement décevant et ça je me rapproche totalement de l'avis populaire autour de cet événement. Cependant, je vais essayer de terminer sur une note positive. Il y a eu 2 retours majeurs, il y a de l'avancée au niveau des storylines, malgré ce rythme totalement haché. Ce qui est regrettable, c'est que ce show est pour la 3e fois construit vraiment comme un Premium Live Event, on s'attend à voir les matchs dans leur intégralité, à voir un vrai climat, un vrai suspense s'installer pour chacune des rencontres, et c'est vrai que l'aspect très rushé, très sprint au final, reste assez critiquable. C'est tout pour moi, le prochain Saturday Main Event il est programmé pour le mois de juillet, assez intriguant parce que ça tombe encore une fois en plein week-end de pay-per-view AEW. On se retrouve donc tout à l'heure pour parler de AEW Double or Nothing sur twitch.tv/Turi316, la review du show sera également disponible sur cette chaîne YouTube à partir de demain, et d'ailleurs je vous informe également que j'aurai Kuro, le champion actuel de l'APC, l'un des catcheurs français les plus en vue actuellement, en entrevue. J'espère vous sortir cette vidéo ce mercredi. On a eu un chouette échange d'1 heure, on a parlé un petit peu de son avenir, de NXT Europe qui s'en vient. On partira donc à la rencontre d'un excellent talent du circuit FR. Je vous souhaite une excellente soirée. À tout à l'heure sur Twitch et bonne semaine catchesque. C'était Sturi. Tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.